Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la Grèce antique, de l'an 3200 à l'an 146 avant Jésus-Christ. Nous étudierons l'évolution de sa civilisation, de la naissance d'une contrée à la formation de cette civilisation. Cet exposé se tient en plusieurs volets. Ici sera présenté le contexte spatio-temporel. Maintenant vous l'avez compris, les fiches bleues aident à faire comprendre le cours et les fiches blanches illustrent le cours, à travers différentes notions telles que la cité-État, l'esthétique, l'économie, la philosophie, l'urbanisme et la bibliothèque. Car en effet, c'est en Grèce qui est le berceau de notre civilisation qu'apparaissent ces notions. Alors, ces notions se déploieront sur 6 volets afin de présenter chacune d'elles. La civilisation grecque, née du brassage culturel et commercial de la civilisation égyptienne, c'est ainsi que nous voyons naître la civilisation cycladique. Ces îles dans la mer Méditerranée se reconnaissent entre elles par la même prégnance civilisationnelle, ce qui n'empêche pas des guerres rivales. D'ailleurs, nous verrons en détail la notion de cité-État. La civilisation grecque deviendra alors une grande civilisation au 5e siècle, qui va rayonner sous tout le bassin méditerranéen. C'est à travers son histoire que la philosophie à peine naissante forge l'invention de concepts de démocratie. Le politique dictera des lois, de nouvelles manières de vivre, de se conduire, ce qui portera des conséquences sur l'urbanisme, en architecture et en art. En l'an 504 avant Jésus-Christ, Athènes est en crise. Ses institutions oligarchiques sont contestées. Solon, un dirigeant d'Athènes, fait le premier pas vers la démocratie. Il donne à Athènes une première constitution qui établit les droits de la démocratie. Clisthène, un aristocrate, prend le pouvoir en l'an 508 avant Jésus-Christ. Il fonde le régime de l'égalité devant la loi. Il accorde le même droit à tous les citoyens. Il crée les réformes sur l'ostracisme. Périclès joue un rôle politique central à Athènes pendant plus de 30 ans. Réélu 14 fois stratège, il met en place une réforme démocratique. Il accorde une somme d'argent aux citoyens qui remplissent une fonction officielle. Il entreprend des travaux qui donnent du prestige à Athènes, comme le Parthénon. L'archipel des Cyclades se trouve au cœur de la mer Égée. Il est constitué d'une quinzaine d'îles. C'est ici qu'apparaissent les premières civilisations. Les habitants utilisent des outils de métal qui coïncident avec l'apogée des statuettes en marbre. Cette pratique couvre une longue période du 3e millénaire avant Jésus-Christ. À partir du XVIe siècle avant Jésus-Christ se développe la civilisation mycénienne, qui tient son nom de l'État le plus puissant, Mycène. Lorsqu'elle disparaît brutalement vers 1200, la civilisation mycénienne s'est diffusée dans le Péloponnèse, en Grèce centrale et en Crète. Les siècles qui suivirent sont appelés les âges obscurs. Les Grecs s'établissent dans l'ensemble des îles de la mer Égée et sur la côte de l'Asie mineure, tandis que sur l'île de Minos, le palais minonien constitue le centre politique, économique et social de toute la région. Du 8e au 6e siècle avant Jésus-Christ, certaines cités grecques cherchent à mieux contrôler les voies commerciales maritimes et fondent des colonies et des comptoirs sur tout le pourtour du bassin méditerranéen. Fatigués de 28 années de guerre du Péloponnèse, les Athéniens veulent restaurer la grandeur de leur cité. La philosophie de Socrate ébranle les certitudes et met à mal le discours des politiciens. Pour résoudre la crise, Socrate sera le bouc émissaire et le procès sera le nouveau lien œcuménique. Au IVe siècle, la Macédoine est l'État grec le plus puissant. Le jeune roi Alexandre le Grand conquiert l'ensemble de l'Empire perse, depuis les rives de la mer Méditerranée jusqu'à l'Inde, et donne ainsi une extension considérable au monde grec. Celui-ci est désormais communément appelé le monde hellénistique. À la mort d'Alexandre le Grand, ses successeurs se disputent sur l'héritage de l'Empire.
Cette division du monde hellénistique facilite l'expansion de Rome dans le bassin méditerranéen. Le sud de l'Italie et la Sicile sont conquis au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. La Grèce continentale devient une province romaine en l'an 146 avant Jésus-Christ. Le dernier royaume hellénistique, celui des Lagides en Égypte, est intégré dans l'Empire romain à partir de l'an 30 avant Jésus-Christ. Pourtant, à l'ombre de la puissance romaine, la culture hellénistique poursuit toujours son progrès. La civilisation cycladique est l'une des premières civilisations grecques qui se sont développées en mer Égée. Leurs croyances sont mal connues, mais il semblerait que les habitants protègent leurs morts avec ces figurines, car elles sont placées dans des tombes. Faute de mieux, on les a nommées idoles. Les proportions du visage sont marquées par les règles des tiers. Un tiers pour le front, un tiers pour le nez et un tiers pour le bas du visage. Les habitants de ces îles connaissent la navigation, vivent de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. En Mésopotamie, au 4e millénaire avant Jésus-Christ, en pleine plaine, les villages sont attaqués. Pour se protéger, les habitants construisent des murailles. Dans l'enceinte, des bâtiments publics et des bâtiments religieux régissent la cité. Elles s'enrichissent grâce à la production artisanale et agricole. La Grèce est composée de nombreuses cités indépendantes. Une cité-État est un véritable État qui correspond à un territoire. L'espace géographique est contrôlé par la ville qui possède l'ensemble des pouvoirs d'un État. Chaque cité-État est gouvernée par des rois sous la protection des dieux. Chacune de ces grandes cités possède sa propre monnaie et sa propre loi. La culture, l'histoire, la langue et la religion unissent les Grecs. La langue grecque est commune à toutes les cités. La religion est polythéiste. À travers un imaginaire commun, se cristallise par des codes stylistiques littéraires, picturaux et architecturaux. Ces signes deviennent un lieu de pouvoir du langage symbolique. Au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'armée mycénienne traversa la mer Égée pour aller assiéger la ville de Troie, située au nord-est de la Turquie. C'est le célèbre siège de Troie, immortalisé par le poète Homère dans Iliade et l'Odyssée. Selon la légende, ce sont les dieux qui seraient en fait à l'origine de cette interminable guerre. Esthétique. À quoi sert l'esthétique? Un simple constat en histoire de l'art suffit à montrer la pertinence d'une analyse d'une civilisation. Le regard est porté sur le style de vie, la représentation des objets et l'architecture. Pour appréhender l'œuvre en elle-même, saisir l'intention de l'artisan ou de l'artiste, comprendre la fonction et le rôle de l'objet étudié, afin de le placer dans son contexte et d'en saisir son caractère universel qui traverse les âges. Selon la légende grecque, le dieu Zeus tomba amoureux d'une princesse nommée Europe. Il se transforma en taureau et nagea vers la Crète avec la princesse sur son dos. Elle enfanta Minos, le roi de Crète. Les Minoniens doivent leur nom au roi Minos. Chaque ville est bâtie autour d'un immense palais. Celui-ci est le plus grand. Il possède 1000 pièces reliées par des couloirs. Les murs des palais sont décorés de fresques qui représentent la vie du palais. Selon la légende, le Minotaure était une créature mi-homme, mi-taureau, qui vivait dans le labyrinthe sous le palais de Cnosso. Thésée, prince grec, voulait le tuer. Ariane, la fille de Minos, lui donna une épée magique et une bobine de fil. Il tua le monstre et n'eut qu'à suivre le fil d'Ariane pour ressortir. Comme en Égypte, les paysans doivent payer une partie de leur récolte et de leur production au palais, ces denrées sont gardées dans des réserves et servent à nourrir les dignitaires de la cour et à payer les artisans du palais. Le reste est vendu. Il leur devient nécessaire de noter les transactions. Ils utilisent alors des pictogrammes pour écriture. Socrate, philosophe grec qui marquera profondément la philosophie occidentale, est né à Athènes, fils d'un sculpteur et d'une sage-femme. Il reçoit une éducation en littérature, en musique et en gymnastique. Il se familiarise avec la rhétorique et la dialectique des sophistes. Il est fantassin lors de la guerre péloponnèse contre Sparte. À son retour, il passe une grande partie de sa vie à dialoguer, à débattre sur la place publique d'Athènes, avec qui veut bien l'écouter et se soumettre à une discussion.
En présence d'un petit groupe de jeunes, beaucoup d'entre eux appartenaient aux riches familles d'Athènes, comme celle de Périclès. Il interrogeait le premier venu et par un jeu apparemment innocent, mais savamment calculé, amène son interlocuteur à se contredire, perdant ainsi la face. Il montrait combien les opinions courantes étaient fragiles sur des notions fondamentales comme le beau, le bon ou le juste. Contrairement à son disciple Platon, Socrate est convaincu de la supériorité du verbe sur l'écrit. Cependant, Platon nous rapporte dans les dialogues sa pensée et ses propos. Pour Socrate, Platon et Aristote, il est nécessaire de former des citoyens capables d'exercer la démocratie. Socrate, qui apprend au peuple à exercer son esprit critique, inspire de la méfiance au pouvoir. Accusé de corrompre la jeunesse, il est condamné à mort. Platon fonde à Athènes l'Académie, la première école de philosophie. Le vrai, le beau, le bien constituent l'essentiel de la réflexion platonicienne articulée par la méthode dialectique, un processus permettant d'accéder à la connaissance, au monde des idées. Aristote, lui, fonde son école, le Lycée, et rédige une série de livres traitant, selon un ordre réfléchi, différentes matières. Il sépare la logique de la géométrie, l'étude du vivant de la physique, et il crée la métaphysique. La philosophie aristotélicienne sera déterminante sur l'évolution de la pensée et l'organisation du savoir. L'architecte grec Hippodamos de Milet est appelé par Périclès pour concevoir des plans urbanistiques des villes les plus importantes de la Grèce. Urbanisme étant une discipline de la géographie et de l'architecture dont l'objet d'étude est l'aménagement et l'organisation des villes. Les citadelles religieuses et administratives sont orientées de façon à donner une impression d'équilibre. Les acropoles sont bâties sur les hauteurs, tandis que les agoras sont déployées dans les plaines. Les rues sont disposées en damiers et l'habitat intégré aux bâtiments culturels, commerciaux et militaires. Alexandre le Grand fut sans aucun doute l'un des plus grands conquérants que le monde n'ait jamais connu. En l'an 343 avant Jésus-Christ, alors qu'il n'avait que 13 ans, Aristote fut désigné pour être son professeur. Le philosophe suivra le jeune homme pendant 3 ans et eut une énorme influence sur sa vie et sur sa ligne de conduite. Il verra en lui un futur conquérant capable d'unifier la Grèce et de faire rayonner leur culture à travers toute la Méditerranée. En 332 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand conquiert l'Égypte. Il chasse les Perses du territoire égyptien et comme il se nourrit de la culture des civilisations qu'il conquiert, les Égyptiens l'accueillent à Siwa. Il est reçu comme le fils du dieu Amon. Il est couronné pharaon. Il fonde la ville Alexandrie qui devient le foyer de la culture et du commerce. Il y fait construire la grande bibliothèque. La grande bibliothèque conservait près de 700 000 rouleaux de papyrus destinés à la reproduction et à la traduction de textes dans de nombreuses langues. Alexandrie devient le centre du savoir du monde hellénistique. La bibliothèque accueille des savants et des philosophes qui se consacrent à leurs recherches aux frais du roi Plométhée Ier. Ils fondèrent des écoles influentes en mathématiques, en philosophie et en théologie, mélangeant les connaissances de la culture grecque et égyptienne. Certains historiens, dont Plutarque, considèrent que la bibliothèque brûla lors d'un grand incendie en l'an 45 avant Jésus-Christ pendant la campagne de César en Égypte. Aujourd'hui, la nouvelle bibliothèque d'Alexandrie est édifiée sur l'emplacement de l'ancienne bibliothèque. Elle a été inaugurée en 2002. Voilà, il se trouve que la pensée grecque, c'est au point de départ de notre culture, de notre civilisation, de nos genres littéraires, de nos idées, etc. Mais c'est un fait du même coup qu'on voit dans les auteurs la pensée naître, se préciser, se rectifier, s'amplifier. On peut suivre presque année par année l'histoire des idées en train de naître.
Et ce sont des idées qui arrivent jusqu'à nous. J'ai étudié dans certains cours du collège la formation, l'idée de puissance, de démocratie, de douceur, etc., mais qu'on peut suivre vraiment de tout près. Et alors, j'insiste toujours, pardonnez-moi si... mais c'est tout ce que je défends, alors il faut bien que je l'explique. Ça n'est pas l'histoire des mentalités, comme on le croit trop vite. Mon expérience de la Grèce, c'est que ce sont les auteurs que nous avons, les auteurs de tragédie, les auteurs de comédie, l'histoire, qui ont échangé peu à peu, se rectifiant, se répondant, dans une ville très petite, en pleine fermentation intellectuelle, et au début, qui ont accompli ce dialogue et ce progrès. Et alors, ce qui est intéressant pour moi, c'est que par conséquent, partant même d'Homère, si on veut, mais encore plus dans la suite du Ve siècle, on voit naître et se préciser des idées, des valeurs, des formes d'idéal qui sont encore les nôtres aujourd'hui, mais dont on a perdu de vue la forme simple, la forme première et jaillissante, si on peut dire.